La deuxième séance de travail, on est toujours sur la formation continue des journalistes, mais on s'est posé la question de savoir ce qui se passait au niveau de la hiérarchie. On a évoqué effectivement l'idée que les journalistes en activité devaient à différents moments certainement rencontrer la formation continue, mais qu'est-ce qui se passe quand le journaliste passe dans un statut d'animation d'équipe et puis va évoluer à l'intérieur de la hiérarchie rédactionnelle? Alors c'est vrai que, honnêtement, le point de départ pour cette interrogation, c'était aussi une enquête que j'ai réalisée l'année dernière sur les jeunes journalistes et où j'avais vu ce problème de la compétence revenir très fréquemment dans la discussion. Et cette compétence, elle était souvent, disons, prise par différents biais. Il y avait un premier type de compétence qui était: est-ce que parce qu'on a été journaliste, on va savoir animer une équipe? Donc tout ce qui est dynamique, d'animation d'équipe, d'accompagner des gens dans leur travail. Donc ça, c'était un premier aspect. Il y avait un deuxième aspect qui était est-ce qu'ils ont su évoluer dans leur connaissance du monde qui les entoure, ou est-ce qu'ils ne sont pas parfois enfermés dans des domaines qui étaient leurs domaines de compétences préalables, mais est-ce qu'ils ne sont pas parfois dans du prépensé? Donc souvent, c'était un sujet qui revenait. Et puis un troisième sujet qui peut paraître, et qu'on évoquera, c'est parfois le décalage entre des journalistes qui ont commencé leur carrière alors qu'il y avait certaines techniques qui étaient utilisées et qui ne sont pas toujours très à l'aise avec les techniques les plus avancées, notamment en matière de numérique. Je pense que par exemple dans une entreprise comme Radio France, où on est probablement rentré plutôt parce qu'on savait faire de la radio, et aujourd'hui on est davantage confronté aux outils numériques et pour faire, y compris développer des contenus qui n'ont plus cette forme audio. Donc voilà un peu, si vous voulez, les aspects. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on accompagne un peu le déroulement de carrière un peu hypothétique de quelqu'un qui va devenir encadrant, quoi. Donc peut-être la première question que je vais poser à Anne-Françoise... Alors déjà, je présente mes... Pardon. Donc nous avons 3 personnes qui vont répondre à ces questions sur la hiérarchie, la formation de la hiérarchie intermédiaire. Il y a 2 personnes qui travaillent au niveau des ressources humaines. Il y en a une que je ne présente plus puisque vous l'avez vue, c'est donc Émilie Comte pour Le Monde. Anne-Françoise Lias qui est de l'autre côté de... Bonjour. Et elle, dans des fonctions équivalentes, mais au niveau de Radio France, et plus particulièrement au niveau de France Inter. Et puis, nous avons de nouveau une formatrice, donc au niveau, un organisme de formation, donc qui est là, en l'occurrence, ESJ Pro. Et donc, on va avoir une discussion entre les demandeurs de formation et puis ceux qui effectivement mettent en œuvre ces formations. Alors peut-être la première question que je vais poser à Anne-Françoise, c'est que j'ai constaté en discutant avec un certain nombre d'encadrants, de responsables de rédaction, qu'on est dans une période où il n'est pas forcément facile de trouver des encadrants, qu'il n'y a pas forcément une appétence énorme à ces fonctions d'encadrement. Et du coup, est-ce que lorsque dans une rédaction on a identifié quelqu'un qui probablement pourrait jouer un rôle, ou dont on imagine qu'il pourrait jouer un rôle dans l'avenir au niveau de l'encadrement de la rédaction, est-ce qu'il y a, je dirais, une espèce de parcours de formation ou une incitation à le former, et de quelle nature serait-elle? Pardon. Alors oui et non. Pour ce qui concerne France Inter, à ce stade, non. Il faut poursuivre des formations managériales. Dans le principe, il faut que vous parliez plus fort. Il faut poursuivre des formations managériales dans le principe à Radio France, être manager. Pour vous donner une idée de l'endroit où on part, il se trouve que j'ai été journaliste, j'ai été rédactrice en chef, j'ai fait ma formation, mes premiers pas de manager, 3 ans après ma prise de fonction. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Ça s'améliore beaucoup, c'est-à-dire que la formation managériale, aujourd'hui, la première,
Elle est faite dans le mois qui suit la prise de fonction. Donc on a déjà bien avancé en 3 ans. Mais c'est pas encore quelque chose qui est dans la culture de l'entreprise, la détection de talents. Et il se trouve que j'ai occupé des fonctions en RH centrale au développement RH. Et quand j'ai parlé en CSE de détection de talent de manière totalement naturelle, j'ai lancé 45 minutes de débat parce que tous les salariés de Radio France sont des talents. Voilà. Donc, c'est pas ce qui est vrai par ailleurs, mais l'idée de détecter les managers potentiels n'est pas quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs, sauf pour le coup dans notre réseau de radio locales, où là, la problématique de la mobilité géographique renforce encore les difficultés de recrutement d'encadrants. Donc, il y a à France Bleu une formation devenir Red Chef, une formation devenir responsable technique et une formation devenir responsable des programmes. Et je suis en train de la développer à France Inter selon les mêmes principes. D'accord. Et alors, si on parle concrètement, cette formation un peu initiale, de quoi est-elle faite? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'apprendre à animer des équipes? Est-ce qu'il s'agit de comment vous la concevez? Elle est fondée sur un socle de compétences managériales qui a été défini en atelier avec les managers de Radio France au cours de l'année 2019 sur quelles sont c'est vraiment une idée de valeurs. Quelles sont les valeurs d'un manager à Radio France? Alors, il y a évidemment toutes les valeurs légales sur la non-discrimination, sur l'équité, etc. Mais il y a des valeurs propres à l'entreprise et en tout cas qui tiennent au cœur de l'entreprise. Et pour ce qui concerne les rédactions, l'excellence et la vérification de l'information est quelque chose d'absolument cardinal qui rentre du coup dans ce socle. Moi, je voulais juste dire si possible dire quelque chose et partir juste d'un constat. Je suis journaliste, comme vous. On a été très bien formés, je l'ai été en l'occurrence dans cette école, à l'exercice de notre métier de journaliste. En revanche, dès qu'on commence à prendre des responsabilités, et souvent elles sont contraintes dans les rédactions, parce qu'elles correspondent aussi à une évolution de notre carrière, à la nécessité peut-être de gagner plus, donc on arrive à des postes de chefferie, entre guillemets, on n'est pas du tout armé pour ça, on n'a pas été formé en initiale pour ça, et c'est peut-être un truc auquel il faut qu'on réfléchisse, même si les 2 ans, en l'occurrence de parcours en master, sont très courts déjà pour apprendre à faire son métier correctement, on n'est pas du tout armé pour être manager, et on n'est pas naturellement, je connais très peu de personnes, si une ou deux que je vois dans cette salle, qui ont naturellement le profil d'un manager, mais c'est intrinsèque et ça leur appartient, ils n'ont pas été formés pour ça. Je pense qu'il y a une réelle nécessité, avant même d'arriver sur de la chefferie, qu'elle soit contrainte ou pas, d'avoir 2-3 outils, d'être armé pour être chef. Le problème dans notre métier, c'est que la légitimité du chef vient aussi du fait qu'il est journaliste. C'est-à-dire que des journalistes ont un peu de mal, moi la première, à accepter d'être dirigés par un personnel qui ne l'est pas. Donc il faut à la fois être journaliste et manager. C'est tout l'enjeu du truc. On ne peut pas être formé en initial, de l'importance d'être formé effectivement en continu. Alors, avec la nécessité, et là je vous entends, de donner les valeurs de l'entreprise à laquelle on appartient, mais aussi des simples tips de management qu'on n'a pas acquis par ailleurs, soit dans nos années universitaires avant de faire une école de journalisme, soit après. Donc il faut qu'on conçoive des parcours qui puissent satisfaire les journalistes futurs managers. Ce qu'on fait à JPRO, évidemment. Alors, Émilie Comte, dans le cas du Monde, des différents titres, parce que vous êtes quand même dans des titres qui sont de nature, en termes de nombre de personnes, entre la rédaction du Monde et celle de Télérama ou de Courrier International, il y a certainement des grosses différences. Mais comment on fonctionne éventuellement en amont, et puis au moment peut-être où on fait passer quelqu'un dans ce statut d'encadrant, est-ce qu'il y a un protocole, par exemple?
Alors, vous avez raison, entre la rédaction, par exemple, de Télérama ou celle du Monde, c'est très différent parce qu'à Télérama, quand on accède à la chefferie de service, on y reste, en fait, pour toute sa carrière. Et on va progresser. À l'inverse, dans la rédaction du Monde, on est chef de service pour un temps. Et on va redevenir rubricard à un autre temps, à la demande du journaliste. Pourquoi ? Alors, plusieurs raisons. C'est que déjà, quand on est chef de service, on arrête d'écrire, en fait. Donc, on arrête de cultiver son réseau, on arrête de cultiver ses sources. Et pour beaucoup, c'est difficile et compliqué. Donc, ils sont OK pour être chef de service, mais pour un temps limité. Donc, on espère, nous, d'au moins 3 ans, mais ce n'est pas toujours garanti. Et donc, on accompagne ce retour à un poste de simple, si je puis dire, rubricard. Ce qui est intéressant, c'était votre première question, c'est que le constat que nous faisons au Monde, et particulièrement dans la rédaction du Monde, c'est qu'il y a une très forte fatigue sur ces postes de chef de service, liée au rythme de travail, à des demandes accrues et légitimes d'avoir des vrais temps, une vraie vie perso à côté de la vie pro, d'avoir des vrais temps séparés, en fait. Donc on sort du journaliste qui était mobilisable. Alors ils sont tous mobilisables 24/24 en fonction de l'actualité, mais justement parce qu'il y a une actualité. Et aujourd'hui, on a des journalistes qui souhaitent revenir à des temps personnels, à tel point que dans la rédaction du Monde, mais quand on est en plein de rédaction, évidemment, on a ce qu'on appelle le desk, avec des gens qui sont dits shiftés, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour un horaire spécifique de telle heure à telle heure, et quand c'est fini, ils font une passation avec la personne qui arrive derrière, et donc il y a une vraie coupure, c'est-à-dire quand ils ne sont plus sur leur shift, ils rentrent chez eux, ils passent à autre chose. Là où les rubricards, eux, n'ont pas ça, en fait, ils sont tout le temps en rubricard. Au mieux, ils ont un binôme, au pire, ils sont tout seuls. Et jusqu'à présent, les personnes qui étaient sur le desk ne rêvaient qu'une chose, c'est d'en sortir pour devenir rubricard. Et c'est que ceux qui étaient rubricards ne voulaient absolument pas aller sur le desk. Et là, ça s'inverse, en fait. On a des gens qui demandent à aller sur le desk pour récupérer ces temps de respiration. Et donc ça pose la question d'ailleurs, c'est comment on intègre peut-être ça dans des carrières, ces temps de respiration de la rubrique et du desk. Et c'est assez prégnant. Alors c'est vrai, c'est les chefs de service qui nous disent en fait c'est très fatigant, ça mobilise, c'est très mobilisateur, d'autant plus que nos chefs de service sont de plus en plus jeunes, donc ils sont aussi une vie familiale riche et à laquelle ils veulent en profiter évidemment. Mais c'est aussi vrai sur des postes de rubricard. En 2022 notamment, on a eu 2 postes de rubricard un peu waouh. Auparavant, les gens se précipitaient pour postuler, et là on a eu du mal en fait. On a eu du mal à trouver des candidats pour ces mêmes raisons. C'est que oui, c'est super, mais je suis pas prêt à tout sacrifier. Donc c'est intéressant en fait, parce qu'on voit vraiment un changement, et c'est pas que les jeunes en fait, c'est pas que les jeunes qui ne veulent pas tout sacrifier en fait, ça infuse partout. Même ceux qui sont un peu plus anciens dans la rédac nous disent ça de plus en plus, à tel point qu'on a depuis après l'été 2023, là, on a ouvert une espèce de diagnostic au sein de la rédaction du Monde pour pouvoir y travailler, pour comprendre en fait ce qui se jouait en matière d'organisation du travail, de conditions de travail, de rapport au travail, avec le souhait d'apporter des solutions pour réadapter ces temps de vie pro et perso. À côté de ça, quand on a des chefs de service, des journalistes qui deviennent chefs de service, on a un dispositif assez précis. Dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir une coach certifiée, en fait, qui à la base est l'ancienne responsable du DVRH, qui s'est formée, accompagnée par l'entreprise. Dès qu'on a quelqu'un qui devient chef de service, il a automatiquement 3 rendez-vous planifiés avec cette personne pour faire le point sur là où il en est de ses compétences managériales, en fait. Comment ils sont les choses, quelles sont les difficultés qu'il ou elle ont déjà identifiées. Et donc il y a ce premier temps d'accompagnement, et ces échanges-là permettent aussi de programmer les formations dans ce parcours manager dont je parlais, qui est un parcours sur à peu près 18 mois, qui en tout fait 9 jours dans sa totalité, avec 3 grands thèmes. Un premier thème qui est sur le BABA du management, en fait, sur conduire un entretien annuel, par exemple, animer une réunion d'équipe. On a un autre pilier qui est très important, qui est tout ce qui relève de la prévention des risques. Donc c'est évidemment la prévention des violences sexistes et sexuelles, c'est la prévention de tout ce qui est lié à la souffrance au travail ou au harcèlement moral, par exemple. Mais c'est aussi plus globalement de rappeler à ces chefs de service que, par délégation, ils sont responsables des conditions de travail en fait, de leurs équipes. Et donc c'est une grosse responsabilité. Certains s'en rendent compte à cette occasion. Voilà. Je fais du moral support des fois après, mais donc on les accompagne pour qu'ils en prennent conscience. Et le troisième point, qui est aussi très important et qui répond aussi à une logique de prévention des risques, c'est
le droit social comme boîte à outils du chef de service, en fait. C'est-à-dire que notre chef de service, il est responsable de la pose des congés payés, de vérifier que les gens ils aient les temps de repos, que les temps de repos obligatoires sont respectés, etc., etc. Et donc, pour beaucoup, c'est une découverte. Et donc, ces trois thèmes sont organisés dans le cadre de plusieurs modules de formation qui sont égrenés sur un temps un peu long, avec des rendez-vous avec cette coach. Et cette personne aussi accompagne à des moments un peu compliqués. Je dois recadrer quelqu'un dans mon équipe, je ne sais pas comment faire, et ben je prépare avec cette personne ce rendez-vous. Je dois faire un entretien annuel un peu compliqué, je prépare avec cette personne. Donc on essaie d'être assez accompagnant pour qu'ils aient envie de rester, en fait. Pour qu'ils aient envie de rester, que ce soit confortable. Et l'autre point, on a remarqué que on a effectivement quelques managers qui sont bons par intrinsèquement, en fait, qui sont... Et les collaborateurs qui sont managés par de bons managers deviennent eux-mêmes de bons managers, en fait. C'est une espèce d'exemplarité et de répétition de la pratique. Donc on mise beaucoup là-dessus, ça prend un petit peu de temps, mais on mise beaucoup sur le fait d'avoir des managers à un bon niveau et pour que demain, ils soient des exemples pour de futurs managers. D'accord. Je vais revenir vers vous, Anne-Françoise. On avait parlé de la période complètement initiale. Comment, dans une entreprise comme la vôtre, on programme ou on organise, je dirais, l'évolution dans la durée de parcours d'un encadrant? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'on essaye de faire revenir régulièrement les gens à ces moments de formation? Et est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce qu'il y a des difficultés, pas forcément de type seulement individuel, mais remplacer un encadrant, c'est parfois compliqué à l'intérieur d'une équipe? Ça dépend complètement, en fait, de l'adhésion de la personne à la notion même de management. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'entendre en formation, j'en ai animé, mais il faut déjà que je m'occupe de tout. Quand voulez-vous que j'ai le temps de manager? C'est-à-dire que là où c'est essentiel pour nous de les attirer vers les formations managériales, par exemple pour donner des retours réguliers à une équipe, comment on fait, comment on pose un constat critique sur un travail sans blesser ou fâcher la personne qu'on a en face de soi, que ce temps qu'ils ont l'impression de perdre, c'est au contraire du temps qu'ils vont gagner après au quotidien dans la gestion de leur équipe. Et cette pédagogie-là est quasiment quotidienne, parce que l'objectif, c'est qu'un manager se forme au moins une fois par an, ne serait-ce pour ce dont on parlait ce matin, le petit côté thérapie de groupe, où on va partager ses difficultés, son quotidien, et se rendre compte que c'est un quotidien qui est partagé à différents étages de la maison ronde, qui n'est pas propre aux rédactions, parce que nous, les formations managériales sont complètement mélangées, et ça crée aussi une richesse dans les échanges, parce que les problématiques restent les mêmes. Et si on arrive à attirer une première formation managériale, c'est la première qui est difficile. Après, en général, ils reviennent, parce que ils y voient un intérêt, et les formations sont conçues pour et construites pour. Ils y voient un intérêt pratique au quotidien. On n'arrivera jamais à leur vendre du jargon de DRH, ça c'est une certitude. Il faut qu'il y ait une utilité immédiate et que le lendemain, ils se disent « Ah, mais oui, mais j'ai vu ça en formation, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. » D'accord. Alors, au niveau d'une structure de formation comme SJ Pro, comment, je dirais, se décline ou comment vous abordez cette question des formations de cadre? Quelles sont les offres que vous pouvez faire ou quelles sont les interrelations que vous avez avec les entreprises sur ce type de thème? Alors, les relations, elles sont essentielles, et notamment avec les équipes DRH, parce qu'on co-construit ces formations, notamment ce dont Émilie parlait, c'est-à-dire tout ce qui est volet droit social, responsabilité de l'entreprise et même valeur de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui sont portées par les directions en interne. Nous, ce qu'on apporte, c'est ce qu'on appelle
de la posture managériale, c'est-à-dire les réponses aux questions que les managers peuvent se poser au quotidien sur des questions qui peuvent leur paraître bêtes, mais dont on leur dit qu'elles ne le sont pas. C'est comment réagir face à un salarié qui me dit qu'il n'a pas eu d'augmentation depuis 2 ans et que c'est pas normal dans la mesure où il est exceptionnel, ou à une réponse sur des congés, ou sur des évolutions de carrière, ou des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on essaie de développer, je l'ai un peu entendu ce matin aussi, c'est le côté co-développement. Et c'est le côté maïotique, c'est-à-dire co-développement, la force du collectif, on y croit et on est légitime dans la mesure où on partage ses expériences, et la formation qu'on déploie, elle est souvent un lieu de partage d'expériences, et le formateur n'est là que, entre guillemets, pour passer la balle, mais avec sa légitimité de formateur. Et ensuite la maïotique, c'est-à-dire faire accoucher aussi des gens d'une valeur ou d'une compétence qu'ils n'auraient pas soupçonnée et qu'ils ont de fait. Donc la détection de managers, c'est un élément hyper important et qu'on met au cœur de nos formations. C'est-à-dire qu'on crée des formations de créativité éditoriale ou même de posture managériale pour pouvoir détecter des talents. Et c'est quelque chose que vous représentez des groupes, de grands groupes qui ne sont pas forcément en région. Moi, j'avais parlé pour mes clients en région, notamment de PQR et PHR. C'est des choses qui sont essentielles pour ces groupes-là parce qu'il y a un déficit de chefs dans ces rédactions qui est criant. C'est-à-dire que plus personne ne veut exercer ces fonctions. Donc il faut détecter les talents et il faut les pousser positivement à vouloir exercer ces fonctions. C'est ce qu'on déploie dans nos formations. Après, je n'ai pas parlé de formations très concrètes parce que on en déploie beaucoup et elles sont adaptées aux besoins de nos clients, mais c'est les 2 piliers. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la détection de talent, il y a le co-développement et il y a la maïotique. 3 piliers, en fait. D'accord. Alors, vous avez déjà, la question a été un petit peu introduite, et déjà vos parcours, je pense, entre Émilie et Anne-Françoise sont différents. Vous avez été journaliste, vous venez de l'univers plutôt des RH. Qu'est-ce qui, en termes de recours aux structures, on a évoqué donc des écoles comme JPro, certains, donc on a parlé tout à l'heure de France Télévisions, cadre de la formation interne. Quelles sont les options qui s'offrent à vous en termes de concevoir en interne et développer en interne les formations, ou au contraire recourir à des partenaires extérieurs, voire il m'arrive dans des entretiens de rencontrer des cadres qui souhaiteraient même être formés à l'encadrement avec d'autres que des journalistes. Comment vous arbitrez ces questions-là entre faire en interne, faire entre journalistes, voire se confronter à d'autres... Comme France Télé, on a une université d'entreprise qui s'appelle Campus Radio France, c'est à la même adresse d'ailleurs, les deux structures sont dans le même bâtiment, donc c'est pas très loin de la maison de la radio, mais c'est hors les murs quand même. Et on privilégie vraiment la formation interne avec de la formation de formateurs. En revanche, toutes les formations métiers sont exclusivement réservées aux journalistes, par nature. Les formations managériales sont complètement mélangées. Donc, si je puis dire, par groupe de niveau, soit sur l'expérience, soit sur l'échelon occupé dans l'entreprise, pour éviter qu'un cadre supérieur se retrouve en formation avec un de ses chefs de service, mais tout est mélangé, pour le coup. Et on fait très peu de formation en inter-entreprise. On le fait vraiment comme ce que vous disiez tout à l'heure sur des problématiques extrêmement spécifiques qui ne vont concerner qu'une ou 2 personnes. On essaye vraiment au maximum de développer les compétences de formateurs à l'interne, parce qu'il y a aussi un vrai enjeu de transmission des savoirs, de valorisation de la seniorité sur un métier, et de mélanger les métiers et les activités pour que chacun sorte un peu de son quotidien et de son service. D'accord. Et dans le cas du monde ? Alors sur les formations managers, nous
on fait appel à des formateurs externes. On n'a pas en interne, on n'a aucun formateur interne sur le management. En revanche, c'est des formations que nous faisons que en intra. Donc ça ne concerne que les salariés du groupe et on mélange aussi toutes les fonctions. Donc on mélange les fonctions dites support avec des fonctions journalistiques et en général c'est plébiscité en fait. C'est une vraie demande et notamment des journalistes. Les seuls moments où on peut avoir des formations animées par des formateurs internes, c'est plutôt des formations métiers lorsque ce sont nos propres outils. C'est les seuls. Et donc finalement, ça reste assez rare. Où on a également un parcours de formation lorsqu'on intègre le groupe avec les connaissances de base que chaque salarié du groupe Le Monde doit connaître, doit maîtriser. Et là, on est aussi, pour des questions de réactivité, on est aussi sur de la formation avec des formateurs internes. Mais on est plutôt sur du recours à de la prestation. D'accord. Alors, il me semble que les questions de formation pour l'encadrement intermédiaire peuvent aussi s'articuler avec des moments où on est confronté à des difficultés particulières, on pourrait presque dire de crise. Et je pense effectivement, par exemple, à Radio France, à un moment où on a identifié dans des enquêtes des questions comme des questions de discrimination, voire de harcèlement, voire... Dans d'autres rédactions, ça peut être aussi la multiplication de situations où les gens sont frappés par l'épuisement professionnel. Je suis frappé aussi de voir que dans les entretiens qu'on peut faire de gens, et notamment de soignants qui interviennent auprès des journalistes, qu'ils identifient souvent une difficulté de l'encadrement à avoir les comportements adaptés à ces situations de gens qui sont confrontés au burn-out, à l'épuisement. Comment vous intégrez, est-ce que c'est des choses que vous intégrez, je dirais, régulièrement dans les parcours, ou est-ce que vous créez des dispositifs particuliers lorsque vous êtes confronté, par exemple, à une situation telle que celle que j'évoquais pour le harcèlement ou la discrimination? Alors, sur le harcèlement et la discrimination, il y a eu un immense diagnostic des risques psychosociaux dans l'ensemble de l'entreprise, qui a permis, au-delà de ces questions d'ailleurs, de soulever la question de la charge de travail et de la charge de travail ressentie par rapport à celle qui était assignée, demandée. Et donc on a mis en place un parcours de formation spécifique sur toutes les questions des conduites limites, voire délictueuses. Pendant 3 ans, on a invité l'ensemble des salariés, mais singulièrement les managers, à venir assister à des conférences théâtralisées sur les agissements sexistes et les discriminations. Et on a développé, parce que tout ça a explosé en 2019 à Radio France et qu'on s'est retrouvé confiné, on a beaucoup développé la formation en ligne aussi sur ces sujets-là, aussi bien d'un point de vue légal que d'un point de vue pratique, de posture, de ce qui n'est plus tolérable, ce qui n'aurait vraisemblablement jamais dû l'être, et singulièrement dans une rédaction, parce que c'est quand même à Radio France les rédactions qui sont le plus touchées par ces phénomènes. D'accord. Dans le cas du Monde, est-ce que ces sujets-là sont arrivés dans l'agenda ? Oui, malheureusement oui, et on les a adressés de différentes manières. Pour la partie prévention des violences sexistes et sexuelles, nous on est passé par un dispositif de baromètre qui ressemble un peu, mais qui vise aussi la prévention des discriminations. Donc je suis en train de préparer l'édition 2024. Donc c'est un baromètre qu'on tient depuis 2019. Et derrière qui déclenche un certain nombre d'actions, beaucoup de rappels et de sensibilisation. On se sert des verbatim récoltés, certains sont très très durs dans les formations managers sur ce même sujet pour qu'il y ait une prise de conscience. Voilà, donc on avance sur le sujet. Évidemment, chaque collaborateur, quand il intègre le groupe, a 2 heures de sensibilisation sur la prévention des VSS. Et en parallèle de ça, mes équipes et moi-même, on est toutes et tous formés à la méthode de l'enquête quand il y a un signalement, ce qui nous garantit une forte réactivité pour comprendre les situations et les traiter le cas échéant.
Mais on a ouvert en fait et la prévention des risques au sein de la DRH du Monde, du groupe Le Monde, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille, et on a en fait cartographié l'ensemble des risques. Et par exemple, on a beaucoup travaillé sur le cyberharcèlement. On s'est rendu compte que les journalistes qui pouvaient être malmenés en fait, évidemment en ligne, et donc c'était aussi beaucoup de souffrance. Donc on a travaillé beaucoup sur le cyberharcèlement et comment, avec un vrai dispositif d'accompagnement qui va jusqu'au dépôt de plainte, etc., etc. On travaille beaucoup sur le départ et le retour de terrains dangereux. Avant, les journalistes partaient un peu comme ça et ils revenaient un peu comme ça. Donc aujourd'hui, ils partent ils ont une formation. On leur remet un kit d'urgence avec une formation pour qu'ils soient capables de se poser un garrot, de se mettre un pansement s'ils ont pour une balle perdue, par exemple, pour limiter ou arrêter une hémorragie. Et donc ils partent, évidemment, il y a un suivi avec le médecin du travail. Et lorsqu'ils reviennent, rebelote, de nouveau suivi avec le médecin du travail. On a une assistance psy assez classiquement qui intervient aussi. Et on sensibilise les chefs de service. Auparavant, il y avait une espèce du journaliste qui n'avait pas besoin de ça, en fait, qui était suffisamment fort pour encaisser tout ça. Et en fait, non, derrière, on avait des comportements violents qui pouvaient se développer dans les services liés à du stress post-traumatique, en fait, tout à fait légitime, mais qui n'étaient pas traités. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et on travaille aussi désormais sur la partie charge de travail, intensité, avec un diagnostic que nous venons d'ouvrir. Donc le champ est immense quand on parle prévention des risques. Et c'est pas que de la formation, c'est aussi de la formation, mais c'est pas que de la formation. Oui. Moi je me posais la question justement de la manière dont l'encadrement apprenait ou n'apprenait pas à travailler, par exemple, avec la médecine du travail, avec les psys, etc. Parce que je vois que dans un certain nombre d'entreprises, y compris qui ont des structures importantes et sur place, ce type d'intervenants, on n'a pas forcément une collaboration simple entre les encadrants et puis ces professionnels qui davantage tournaient sur le soin ou la prévention. Alors, elle s'est considérablement développée, cette collaboration à Radio France, par toute la réflexion et l'obligation légale autour de la qualité de vie au travail. Donc, il y a un service qui est dédié en DRH central. Tous les DRH de direction comme moi en sont le relais, mais on fait des rendez-vous de prévention pour certains salariés, avec le manager, le médecin du travail. On a vraiment développé une culture de la prévention du risque et de l'accompagnement dès les premiers signaux de quelque chose de dysfonctionnel, après avoir géré la période post-crise où là on était uniquement curatif. Donc cette collaboration se fait très bien, et on a la chance à Radio France d'avoir un service de santé au travail interne, c'est-à-dire qu'on a 2 médecins du travail qui sont salariés de Radio France et qui connaissent la maison par cœur. Donc la collaboration est assez fluide et plus fluide pour avoir travaillé en radio locale que quand c'est un service de santé partagé qui doit passer des centaines de salariés tous les jours sans forcément connaître le cœur de l'entreprise. D'accord. Comment ces types de problématiques remontent ou pas vers des organismes de formation comme le vôtre? Et puis comme vous êtes beaucoup, je pense, en interrelation avec un secteur qui n'est pas présent là, c'est-à-dire la PQR par exemple, comment ces problématiques-là sont présentes ou pas? Les demandes s'expriment à l'égard de ces problématiques? Je vais rebondir avec un exemple, merci Émilie de l'avoir cité, c'est qu'en fait on a effectivement développé des formations liées au cyberharcèlement. Mais là en préventif, et je salue d'ailleurs le boulot des DRH ou des responsables de formation dans ces cas-là, parce qu'ils identifient des choses et nous forcent entre guillemets à faire du sur-mesure, ce qui est le plus intéressant intellectuellement quand on dirige un organisme de formation, mais en gros avec des personnels qui très présents sur les réseaux sociaux ne se rendaient pas compte qu'ils étaient harcelés, omnibulés par cette présence et par les remarques et messages fallacieux qu'on leur envoyait en permanence. Et du coup on a monté une formation ad hoc, à la fois pour la PQR mais également pour les équipes de Canal, pour ne pas les citer, les équipes sport de Canal, pour faire de la prévention
sur ce risque de cyberharcèlement. Donc on leur a mis et un psychologue et une journaliste spécialiste des réseaux sociaux, parce que des journalistes, vous leur mettez une psychologue en face d'eux pendant une journée, c'est pas forcément facile de leur faire adhérer à cette formation. En revanche, si on leur donne les outils, les techniques pour ne pas répondre, pour bloquer des messages, pour éventuellement ne pas retweeter ou autre, ça rend le truc un peu plus tangible. Donc ça, c'est des formations qui effectivement fonctionnent. Ça m'a fait penser à ça. On fait également une formation à TF1, encore une fois, pour ne pas les citer, sur l'exposition aux images violentes, qui marche également très bien et qui est une demande qui émanait de la rédaction. C'est-à-dire que pour le coup, là-dessus, on n'est pas... Nous, on n'est pas force de proposition, on répond à des demandes généralement qui viennent de constats établis en interne, soit par les services formation et RH, soit directement par les directeurs de rédaction. D'accord. D'accord. Je vous propose, parce que je vois que le temps avance beaucoup, peut-être la possibilité de nous poser des questions. Je vois qu'il y en a pas mal. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, bonjour, Rosane Kerlan, je travaille à l'Université de France Télévisions. J'avais une question à Émilie Comte par rapport au chef de service et au fait que ça tourne. Je voulais savoir déjà sur combien de temps ça tournait. Est-ce que c'est variable? Est-ce que c'est pour 3 ans, 2 ans? Et surtout connaître la politique salariale en question. Est-ce que c'est des primes à la fonction et quand ils reviennent sur le terrain, ils reviennent à un autre niveau de salaire? Et de façon plus générale pour France Inter, parce que c'est aussi une réflexion à France Télévisions, parce que la crise des vocations n'est pas que dans la PQR, mais est vraiment partout, parce que c'est aussi un phénomène de société. Est-ce que ce n'est pas une solution de faire ce modèle du monde pour France Télévisions, Radio France ou autre, ou France Inter, etc. Alors non, il n'y a pas de règle sur la rotation, en fait, sur le nombre d'années où la personne va rester. On espère qu'elle va rester au moins 3 ans parce qu'on la forme pendant 18 mois. Donc, à un moment donné, on a envie qu'elle puisse exercer au mieux ses fonctions. Donc, c'est assez variable. Et puis, on a des temps d'actu, en fait, des séquences électorales. Par exemple, il y a des moments d'actu qui rythment aussi ces rotations et des moments de vie où les gens ont envie, à un moment donné, d'être un peu moins revenir à des postes de rubricard et arrêter une chefferie de service qui est très stimulante mais aussi très fatigante. Alors oui, on a un système en fait de prime de fonction, une prime qui est rattachée à la fonction que le chef de service perd lorsqu'il repart sur un poste de rubricard. Et alors chez nous, il n'y a pas de rotation organisée. En revanche, il y a des journalistes qui souhaitent quitter l'encadrement et qui reviennent à une place de reporter ou de présentateur. Et comme on est à Radio France avec une solide convention collective, ils gardent leur rémunération. Donc tout le monde a intérêt à un moment de passer par une fonction managériale. D'accord. J'avais une question, donc Bruno Espalieu. Parlez bien fort. Pardon, Bruno Espalieu de France Télévisions. Je me suis reconnu dans l'exemple de France Inter. Effectivement, on a malheureusement un cheminement d'encadrement où on met d'abord les gens en situation et on les forme après. Ce qui est quand même très dangereux parce que ça met à mal les équipes et le cadre lui-même, parce qu'on met dans une posture d'instabilité, d'insécurité par rapport à ces équipes. Et je pense qu'il faudra réfléchir franchement à éviter ce type de dérive. Alors, j'avais juste une petite remarque. Forcément, mon cœur a tilté quand j'ai entendu parler des journalistes mobilisables 24 heures sur 24. En tant que syndicaliste, effectivement, je ne peux pas le cautionner. Non, mais après,
plus sérieusement, effectivement, dans les entreprises, on a heureusement des accords sur le droit à la déconnexion qui sont aussi applicables aux journalistes. Il n'y a pas de raison. Ce sont des êtres humains, des salariés qui ont aussi des droits et des devoirs. Voilà. Et puis la question des risques psychosociaux, enfin, voilà, quand on la gère, on va parler de ces sujets de charge de travail, entre autres. Ma question c'était plus sur, pour éviter de mettre des journalistes en situation difficile, ne faudrait-il pas imaginer un dispositif qui serait assez proche de la formation en alternance, par exemple, qui est quand même plutôt une réussite pour certains parcours, c'est-à-dire de faire des allers-retours entre un apport théorique et une mise en situation avec un accompagnement tutoré, ce qui permettrait peut-être d'éviter de mettre en difficulté, encore une fois, les équipes et les gens concernés, les cadres concernés. Je suis d'accord, mais là, on va se heurter à une problématique budgétaire, tout bêtement. C'est-à-dire que une personne que l'on forme, et ça nous arrive pour le coup dans le cadre d'opérations de maintien dans l'emploi que l'on forme, qu'on continue évidemment à rémunérer, pendant tout ce temps-là, il faut qu'on la remplace. Et vous êtes à France Télévisions, les problématiques de l'audiovisuel public sont à peu près les mêmes partout. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait un souci d'efficacité, de rigueur budgétaire et sortir d'une logique qui a été longtemps celle de Radio France, de dire quand quelqu'un était en formation, on ne le remplaçait pas, ce qui déséquilibrait complètement les équipes. Donc maintenant, il y a des budgets de remplacement qui sont sacralisés pour la formation professionnelle, ce qui est un énorme progrès, mais ça fait 10 ans. Et de là à former sur le long cours, ça serait évidemment un monde idéal, mais je ne crois pas que ce soit celui de notre contrat d'objectifs et de moyens. Nous, on offre un peu plus de souplesse en la matière, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une formation initiale proposée pour la prise de fonction managériale et ensuite un suivi. Alors, c'est compliqué à faire comprendre à l'AFDAS, mais on a un suivi en visio régulier et les managers peuvent, à des moments précis, nous contacter et contacter nos formateurs pour qu'ils répondent à des sujets précis du quotidien. Donc on les accompagne comme ça sur 12-18 mois. Et puis je pense que c'est ce que vous avez avec votre coach en interne, en fait. Donc il y a effectivement potentiellement des solutions. Et c'est un truc qui est très apprécié parce qu'ils savent qu'ils ont à un moment donné et fixé dans leur agenda et pas pour une journée complète, donc on n'a pas besoin de les remplacer, la possibilité de poser les questions qui les taraudent sur les 15 derniers jours qu'ils ont vécu en tant que manager. Et ça, c'est très apprécié. Est-ce qu'on développe, mais alors pour le coup, là, pour les rédacteurs en chef, voire les directeurs de rédaction, c'est effectivement un accompagnement individualisé par du coaching qui chez nous est externe. Et là aussi, ils ont la possibilité d'appeler à peu près à tout moment. Nous aussi, on a du coaching externe pour les directeurs de rédac, effectivement. Oui, juste avant de passer le micro, je vais juste faire une remarque qui est une grande énigme pour moi. À chaque fois qu'on parle de ce type de questions, à chaque fois on dit oui, quand quelqu'un devient cadre, on perd un bon journaliste, on gagne un mauvais cadre, etc. Je vais juste citer qu'il y a eu une tentative il y a quelques années et qui a été vraiment combattue notamment par certains syndicats, de faire des filières extrêmement précises pour qu'il y ait des progressions à égalité entre une filière encadrement, reportage et édition. C'est quelque chose qui marchait très bien, notamment à France 3, et c'était un accompagnement de formation obligatoire, quelle que soit la filière. Et c'est vrai que dès qu'il y a eu la fusion avec France 2, le premier souci de France 2, c'était d'anéantir c'est un accord carrière. Et pour moi, ça reste totalement énigmatique. C'est à la fois l'écart qu'il y a entre le souhait, la volonté, l'ambition, et puis la réalité des choses qui fait qu'on n'y arrive pas à imaginer qu'en journalisme, on peut progresser comme pur journaliste à égalité avec un cadre. Voilà, c'était juste une remarque. On a plusieurs questions au fond aussi. Il faudrait remonter un peu parce que depuis le début, il y a des questions au fond. Il y a un monopole du micro sur le... Bon, alors je vais poser une question, ça va être super rapide. Moi, je suis Valentine Lopez, je suis responsable du département info de l'Université France Télé.
Et la question que je me posais, c'était comment vous déterminez qui seront les futurs bons managers pour vos rédactions ? Alors, on est en pleine campagne de l'entretien annuel, qui est donc à la fois un entretien de bilan et de développement entre le service ou son rédacteur en chef. Et donc, au fil de cet entretien, il y a donc le bilan de l'année écoulée et il y a les souhaits pour la suite à court ou moyen terme, avec des questions sur les formations que la personne voudrait suivre pour pouvoir accompagner ce développement. Et dans le processus de l'entretien annuel, il y a la question de savoir si la personne souhaite devenir encadrant. C'est-à-dire que on va très rarement chercher quelqu'un en lui disant « Allez, t'es super, tu vas être chef ». Il faut que le désir vienne du salarié parce que sinon c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et si ce désir est exprimé, à ce moment-là, on peut commencer à accompagner. Enfin, si on le valide, parce que voilà. Mais si le responsable est d'accord avec cette volonté d'évolution, que la RH, alors en l'occurrence MAPOM, le valide, après c'est parti. Oui, bonjour. Élise Colette, présidente de la CNMJ, accessoirement manager intermédiaire au fil de ma carrière dans plusieurs médias. J'ai une question sur la durée de ces formations. Quand on sait que dans d'autres secteurs, pour être manager, on est parfois formé sur des masters qui durent 2 ans et que nous, on nous donne des formations de 2 jours. Comment ça se passe chez vous ? Je sais que Sidonie connaît bien ces problèmes-là. Est-ce que vraiment ça vaut le coup même de faire que 2 jours de formation au bout d'un mois de prise de fonction et voilà, comment c'est traité dans vos différentes entreprises ? Alors nous, on avait une formation qui s'appelait journaliste cadre dirigeant des médias jusqu'à il y a quelques années, qui était sur toute une année. Mais nos clients nous ont dit que c'était beaucoup trop long et que malheureusement, ils ne pouvaient pas faire consacrer à leurs équipes autant de temps à ces sujets. Du coup, elles sont beaucoup plus courtes. Alors, plus de 2 jours quand même. On arrive généralement à arriver à 5, mais c'est beaucoup trop peu. Et on a mis en place ce qu'on appelle en bon français la hotline des managers, qui permet donc quand même d'avoir un suivi sur une année complète, mais sur des temps très resserrés. Oui, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les équipes n'ont pas le temps de se former, à moins de dégager un cadre pendant 1 an, 18 mois sur de la formation pure en management. Non, il n'y a pas le temps. Donc la seule solution qu'on ait trouvée, effectivement, c'est de distiller, c'est-à-dire qu'on fait des formations en management sur 3, 4, 5 ans, de la prise de poste jusqu'à éventuellement le changement de poste. Émilie, oui. Émilie, vous avez été en plus dans d'autres secteurs préalablement. Exactement. En fait, mis à part les différents, quand on a vocation à devenir patron d'un grand groupe, effectivement, on suit 2 ans de master. Dans tous les autres secteurs d'activité, quand on progresse au cours de sa carrière pour devenir manager, on est sur ce type de parcours en fait, de quelques jours à, pour les plus chanceux, quelques semaines, mais c'est assez classique. C'est assez classique. Je crois que c'est à moi. Ah, vous voulez continuer ? Je suis là. Coucou. Dans le coin. Bonjour, je suis Gabrielle Ramin, je suis chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. J'avais une question pour Anne-Françoise Lias. Merci beaucoup d'abord pour votre transparence et voilà, tout ce que vous nous avez dit ce matin. Ma question, elle s'appuie sur le rapport risque grave de l'ISAST sur France Bleu et sur différentes recherches doctorales qui sont en cours sur Radio France. Ce rapport risque grave et ces recherches doctorales, elles montrent qu'il y a quand même, où il y a eu tendance à ce qu'il y ait une, je vais le dire de manière un peu crue, une promotion à l'agression à Radio France, c'est-à-dire que parfois on va prendre une personne qui est dans le réseau France Bleu et qui a un rapport problématique avec le reste de son équipe pour plein de raisons, notamment la surcharge de travail, et on va utiliser cette promotion au management intermédiaire pour pouvoir le sortir de cette équipe et le nommer ailleurs à un poste de dirigeant, d'encadrement en tout cas. Je me demandais, voilà, c'est des choses qui se sont passées il y a quelques années. Comment ça a été pris en charge ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ce mode de fonctionnement, ça n'a pas aussi des conséquences négatives quand même sur le management intermédiaire ? Alors c'est
plus immédiatement mon périmètre d'activité puisque je suis à France Inter, mais il se trouve que j'ai été directrice du développement RH de Radio France en plein pendant l'enquête ISAST, et que non, fermement non, il n'y a pas de promotion de salariés qu'on devrait sanctionner. Les salariés que l'on doit sanctionner, on les licencie s'ils ont commis une faute. Il y a des mutations qui parfois sont ressenties par certains salariés comme une évolution professionnelle favorable, mais c'est toujours à salaire égal. C'est une mutation qui, en soi, est déjà une sanction, parce que quand il faut déménager toute sa famille, c'est pas toujours pratique. Et ce sont des mutations qui se font dans ces circonstances-là. Et encore une fois, quand il n'y a pas de fait fautif, ce sont des mutations qui se font à salaire égal et qui en aucun cas ne sont des promotions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Là, il y a une question. Ah bon. Tu nous donnes jusqu'à quelle heure, au fait? Tu nous donnes jusqu'à quelle heure? Bon. Oui, bonjour, Pierre Emery, je suis journaliste, rédactrice en chef à Hospi Média, un média d'information professionnelle en ligne du secteur de la santé. J'avais une question un peu terre à terre, c'est de savoir si vous aviez une idée du seuil qu'il faudrait avoir pour gérer une équipe. En fait, vos équipes, elles font combien de personnes? Un chef de service gère une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes. Est-ce qu'il y a un chiffre idéal? Et autre question qui concernerait plutôt le fait de monter en chefferie quand on est simple journaliste à la base. Est-ce que l'idéal, c'est d'intégrer en tant que chef une équipe dans laquelle on a déjà travaillé ou une autre équipe avec laquelle on n'a pas travaillé justement? Comment c'est appréhendé justement le fait de travailler avec des collaborateurs qui sont d'égal à égal et après avec qui on devient responsable de service? Alors, il n'y a pas de règle sur un nombre de salariés pour avoir un chef de service. En fait, ça dépend de plein de choses. En général, le chef de service, il a des adjoints en fait, pour l'accompagner dans son rôle. Et le nombre d'adjoints dépend de la taille de l'équipe, évidemment, mais également, est-ce que c'est un service chaud, un service froid, par exemple, et le niveau d'interlocuteur externe qu'il a. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour décider combien d'adjoints le chef de service aura sur lesquels il pourra s'appuyer. Votre autre question, je viens de la perdre. Est-ce qu'il faut que ça soit dans les mêmes services ou pas? Ah oui, alors c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et effectivement, dans la mesure où nous on a cette rotation, en fait le biais de cette rotation que je n'ai pas dit, c'est que, et on est en train de le perdre parce qu'on change la vision du management. Le biais, c'était que quand j'étais chef de service, dans la mesure où dans 3 ans potentiellement c'est telle personne qui demain sera mon chef de service, la tentation c'était de laisser faire et de rien dire en fait, pour éviter de 3 ans plus tard être potentiellement malmenés. Donc on les a accompagnés sur le fait qu'en fait être manager c'était pas malmener les gens en fait, c'était se soucier d'eux, les accompagner dans leur développement, c'était de l'indulgence en fait, et on a toute une nouvelle génération de plus jeunes managers qui l'ont totalement compris et qui assument ce rôle-là. Et ça se passe beaucoup mieux en fait, il n'y a pas de conflit. Dans un monde idéal, quand je deviens manager, je devrais pouvoir changer d'équipe. Et malheureusement, la taille, c'est pas toujours possible en fait. C'est pas toujours possible. Dans la réalité, c'est souvent un adjoint en fait qui prend le job. Donc il y a une continuité qui se fait. C'est clair pour tout le monde. Mais effectivement, on évite de passer simple rubricard à hop manager dans la même équipe. Ça peut créer quelques tensions, notamment s'il y avait plusieurs candidats au poste, par exemple. Pour nous, du côté des chefs de service, c'est souvent en interne. C'est souvent un membre du service qui devient chef de service du fait de sa connaissance de la matière pour le service
sciences, santé, environnement, on ne va pas forcément aller chercher un chef de service pour être caricatural jusqu'au bout au sport. Donc là, il y a une expertise éditoriale dans les services qui font que ça vient souvent du service lui-même. Mais sinon, la règle à Radio France, c'est quand même plutôt que quand on passe dans le management, on bouge. Parce que l'une des choses les plus difficiles quand on est manager, c'est quand même d'apprendre à dire non. Et c'est encore beaucoup plus compliqué quand c'est d'anciens collègues avec qui on a déjeuné ou bu des cafés tous les jours. Alors il y a des groupes qui assument totalement le fait que les managers soient interchangeables. C'est le cas d'un groupe avec lequel on travaille beaucoup, c'est l'AFP. C'est-à-dire qu'on peut être chef de bureau et demain être uniquement adjoint sur une autre zone et revenir comme simple journaliste sur le même bureau dans lequel on a été chef 3 ans après. Et dans les formations en management, c'est totalement intégré. C'est-à-dire que tout ce qui est co-développement, co-construction managériale, c'est fait par l'ensemble de l'équipe de la zone. Donc en fait, ça peut être la zone Asie-Pacifique et tout le monde bosse dans l'idée qu'un jour il sera manager et que le lendemain, il sera sous la personne qu'il a managé 3 ans avant. Donc c'est juste une posture à avoir et c'est une culture d'entreprise qui est intéressante à l'AFP. Et il n'y a pas du tout de concurrence. Bon, après, il y a un peu plus de concurrence entre les âges, mais ça, c'est un autre sujet. Charlotte ? Oui, c'était pas vraiment une question, je suis désolée, c'est une petite information, une petite page publicitaire pour l'ESJ Lille. Je me permets d'intervenir pour dire qu'on lance à partir du mois de septembre un master en management des médias, ça aurait été dommage quand même de ne pas vous donner l'information, ouvert en apprentissage à des étudiants plutôt profil Master 1 qui voudraient s'intéresser aux médias mais qui sont déjà en management, et ouvert également à la formation continue à des personnes qui travailleraient déjà dans des médias et qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances en management. Cette formation, on l'a fait avec l'IAE de Lille, donc une école vraiment spécialisée en management qui fait partie de l'Université de Lille. Et nous, on a cet apport plutôt médias, journalisme. Et donc, on a ce lancement, cette actualité. Voilà, donc je voulais vous faire part. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Ça sera la dernière question, je crois. Arnaud. Non, juste petite, mais c'est presque en écho à ce que vient de dire Charlotte, mais je pense que cette question managériale, en fait, elle doit être aussi présente d'une manière ou d'une autre maintenant. C'est ma conviction hein, que j'exprime en tant que directeur d'école, mais elle doit être présente dès la formation initiale. Alors, je pense que si on faisait un sondage, moins de 10% des étudiants qui nous rejoignent, et je pense que c'est presque un euphémisme quand je dis moins de 10%, viennent au journalisme pour exercer des fonctions managériales. Mais je pense qu'il est important, dans la continuité de ce qui a pu être dit au cours de la table ronde, d'instiller dès la formation initiale un certain nombre de sensibilisation, d'actes de sensibilisation à ce qu'est le management, et notamment ce management transversal, c'est-à-dire plutôt pas autoritaire, plutôt capacité de conviction, plutôt leadership en fait en réalité, voilà, et qui peut parfaitement trouver à se déployer dans un certain nombre de modules qui participent de la formation initiale qu'on délivre à nos étudiants. Donc il y a tout un travail d'acclimatation comme ça qui peut être mené, et je pense que, en tant qu'école de journalisme reconnue aujourd'hui, évidemment, on a, sans parler bien sûr ensuite de la mise en place de formations plus spécifiques, une fois dépassé le stade de la formation initiale. Mais je rejoins un des points que j'avais développé tout à l'heure aussi, c'est finalement cette complémentarité de réflexion entre formation initiale, formation continue, sur une question comme celle du management qui me paraît très, très évidemment nourrissante. Ça suscite un commentaire chez vous ou pas? Alors moi je vais peut-être prolonger quelque chose par rapport à ce que nous a indiqué Charlotte, parce qu'il se trouve qu'il y a pas mal d'années j'avais eu une fonction un peu comparable. On avait lancé un MBA en management des médias au CFJ à l'époque, et il y avait un sujet qu'on avait assez bien identifié,
c'est une différence de vue entre les RH et les directions de rédaction sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les RH étaient souvent beaucoup plus partants pour effectivement engager des journalistes futurs cadres dans des formations lourdes. Au niveau des directions de rédaction, il y avait beaucoup plus de réticence. Du coup, ça me renvoie un petit peu, d'une manière générale, sur cette formation des cadres, de l'encadrement, pardon. Est-ce qu'il y a unité de vue? Est-ce que ça se passe toujours très bien? Ou est-ce qu'il y a effectivement des discussions qui peuvent être un peu compliquées entre ceux qui ont les rédactions en charge et ceux qui ont la fonction d'accompagner plus globalement l'évolution des personnels? C'est assez fluide, mais c'est assez récent. C'est-à-dire que c'est une vraie évolution aussi par la formation, d'ailleurs, par la formation managériale pour eux-mêmes, par les coachings, par tout ce qui peut être mis en place en développement et en co-développement. Mais ça n'est plus tu m'emmerdes avec ton plan de formation, j'ai pas le temps. C'est vraiment quelque chose qui est pensé et construit avec les patrons de rédac. Ouais, même réponse. En fait, on voit que les nouveaux managers au sein des rédactions comprennent la valeur ajoutée en fait de ce qu'on leur propose. Quand à la fin ils gagnent du temps, leurs équipes sont meilleures et finalement c'est quand même plus agréable pour eux. Donc au fur et à mesure, et on s'appuie, nous, on a quelques très bons chefs de service qui ont un avenir prometteur, très charismatique, qui aiment le management, enfin qui aiment en tout cas, qui considèrent que c'est indispensable et nécessaire, et sur lesquels on s'appuie. Donc voilà. Mais néanmoins, on est sur les plus anciens, sur moi, on me dit, Émilie, en fait, je fais trop de RH. Non, en fait, tu fais pas de RH, tu fais du management, en fait. Hein. Tu ne fais pas de RH. Donc, il y a toujours, des fois, pour certains, cette idée qu'ils ne sont pas responsables des collaborateurs, ils sont uniquement responsables de l'éditorial, et tout le reste incombe aux équipes RH qui créent. On réexplique, beaucoup de pédagogie. D'accord. Je crois qu'on a dépassé, ou on est en train de dépasser les limites. Donc, je vous invite à la pause déjeuner.